faites de contreplaqué. Elles ne coûtaient presque rien, mais elles ont coulé des destroyers nazis. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi fragile a-t-il pu vaincre des machines de guerre blindées pesant des milliers de tonnes? Comment du contreplaqué a-t-il pu affronter l'acier naval trempé? Vous n'avez jamais entendu cette histoire, car elle défie tout ce que nous avons appris sur la guerre navale. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir contredit tous les principes des académies navales. Et parce que la vérité est encore plus surprenante que la fiction. Voici l'histoire des vedettes lance-torpilles en contreplaqué qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. 1943. L'Atlantique Nord s'était transformé en un véritable charnier. Les destroyers allemands patrouillaient les routes des convois alliés avec une redoutable efficacité. Ces machines de guerre n'étaient pas de simples navires, c'étaient des forteresses flottantes, blindées jusqu'au bout, capables de naviguer à plus de 40 nœuds. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. Entre 1940 et 1943, les sous-marins et les destroyers de l'Axe ont coulé plus de 2000 navires marchands alliés. Cela représente environ 14 millions de tonneaux de jauge brute coulée, 14 millions de tonnes de ravitaillement, d'armement, de vivres et de carburant qui ne sont jamais arrivés à destination. Chaque convoi partant d'Angleterre ou des États-Unis faisait face à une réelle probabilité de ne pas revenir. Des cargos chargés de chars Sherman disparaissaient sous les vagues glaciales. Des pétroliers remplis de carburant d'aviation explosaient en boules de feu visibles à des kilomètres à la ronde. Des navires hôpitaux coulaient, emportant avec eux médecins, infirmières et des centaines de blessés. Et les destroyers faisaient tout cela en toute impunité. Ils étaient trop rapides pour la plupart des navires d'escorte. Ils étaient trop lourdement armés pour les petites embarcations. Ils étaient trop nombreux pour être neutralisés par des marines alliées déjà surchargées. Mais il y avait un autre problème. Un problème bien plus insidieux qui rendait chaque naufrage encore plus douloureux. L'acier. En 1943, il n'y avait pas assez d'acier. L'industrie de l'armement tournait à plein régime. Chaque gramme d'acier était destiné aux chars, aux avions, aux canons, aux munitions. Les chantiers navals se disputaient férocement chaque livraison de plaques de blindage. Construire un seul destroyer conventionnel consommait des milliers de tonnes d'acier de haute qualité qui n'existaient tout simplement pas en quantité suffisante. Et pendant ce temps, les convois continuaient de couler. Les amiraux savaient qu'ils avaient besoin d'une solution. Ils avaient besoin de quelque chose capable de chasser les destroyers ennemis sans épuiser les réserves critiques d'acier. Ils avaient besoin de vitesse, de puissance de feu et de manœuvrabilité. Ils avaient besoin d'un miracle. Ce qu'ils reçurent fut une proposition scandaleuse. Des vedettes lance-torpilles en contreplaqué. Lorsque la proposition atterrit sur les bureaux du haut commandement naval, la réaction fut des plus prévisibles. L'incrédulité, la moquerie. Certains officiers ont simplement éclaté de rire. Comment du contreplaqué, ce même matériau utilisé pour les meubles bon marché et les cloisons de maison, pouvait-il affronter les mers démontées de l'Atlantique Nord? Comment quelque chose d'aussi fragile pouvait-il supporter le recul des torpilles et des mitrailleuses lourdes? La résistance était compréhensible. La marine avait des siècles de tradition dans la construction de navires en matériaux solides, du chêne massif dans l'ancien temps, du fer forgé à l'ère industrielle, de l'acier trempé à l'ère moderne, mais du contreplaqué, de fines feuilles de bois collées les unes aux autres. Cela ressemblait à une mauvaise blague. Les critiques soulignèrent les fragilités évidentes du matériau. Le contreplaqué pourrit lorsqu'il est exposé à une humidité constante. Le contreplaqué se fissure sous une tension extrême. Le contreplaqué n'offre aucune protection contre les projectiles. Comment pourrait-il survivre au premier tir d'un canon de 20 mm? Mais il y avait des hommes doués de clairvoyance qui voyaient au-delà de ces limitations évidentes. Des ingénieurs navals qui comprenaient que la guerre moderne ne se réduisait pas au blindage et au tonnage. Des officiers qui percevaient que la vitesse et l'agilité pouvaient valoir infiniment plus que des plaques d'acier, car le contreplaqué avait des avantages que personne ne prenait en compte. Il était incroyablement léger. Une vedette lance-torpille en contreplaqué pesait moins d'un tiers d'un navire équivalent en acier. Cette légèreté se traduisait par une vitesse brute. Là où un destroyer atteignait 40 nœuds au maximum de son effort, une vedette en contreplaqué pouvait dépasser 50 nœuds, voire 60 dans des conditions idéales. C'était quasi silencieux.
La coque en bois ne renvoyait pas les signaux sonars de la même façon que l'acier. Pour un sous-marin en quête de proies à l'écoute passive, une vedette en contreplaqué était pratiquement invisible. Pour les radars rudimentaires de l'époque, sa signature était quasi indétectable. C'était bon marché. Absurdement bon marché. Pour le coût de construction d'un seul destroyer en acier, les chantiers navals pouvaient produire des dizaines de vedettes lance-torpilles en contreplaqué. Des dizaines de navires rapides, agiles, capables de lancer des torpilles mortelles. Et peut-être le plus important, le contreplaqué pouvait être produit rapidement. Il ne nécessitait pas de fonderie spécialisée, il ne dépendait pas de fournisseurs limités en acier naval. Des scieries ordinaires pouvaient fournir la matière première. Les charpentiers de marine pouvaient maîtriser les techniques de construction en quelques semaines, et non en plusieurs années. Mais la théorie et la pratique demeurent deux choses éminemment différentes, surtout quand des vies humaines sont en jeu. Les premiers prototypes ont été construits dans le plus grand secret. Des ingénieurs ont travaillé dans des chantiers navals isolés, développant des techniques de laminage spéciales. Ils ont découvert que le contreplaqué marin, lorsqu'il est correctement traité avec des résines spéciales, pouvait résister à l'eau salée pendant des mois. Ils ont mis au point des méthodes de renforcement structurel utilisant des couches croisées de plaquage, créant un matériau composite étonnamment résistant. Les premiers tests ont dépassé toutes les attentes. Les vedettes ont atteint des vitesses qui ont laissé les observateurs navals stupéfaits. 63 nœuds par mer calme, 55 nœuds dans des conditions modérées. Elles viraient avec une agilité qu'aucun navire en acier ne pouvait égaler, effectuant des virages serrés qui feraient de n'importe quel destroyer une cible immobile. Les moteurs ont été adaptés spécifiquement pour ces embarcations légères. 3 moteurs Packard haute puissance, générant chacun plus de 1000 chevaux. Le rapport poids-puissance était astronomique. C'était comme mettre un moteur de course dans un canoë. Et puis sont venues les armes. Chaque vedette transportait 4 torpilles Mark 8, chacune capable de déchirer la coque d'un destroyer. Des mitrailleuses de calibre 50 montées sur des tourelles pivotantes assurèrent la défense contre les aéronefs. Certains modèles expérimentaux comprenaient des canons anti-aériens de 20 mm. C'était un arsenal létal, monté sur une plateforme qui pesait moins qu'un camion chargé. Les sceptiques ont commencé à se taire. Les chiffres ne mentaient pas. Les capacités étaient bien réelles. Mais une question cruciale restait sans réponse. Comment se comporterait-elle en combat réel? Les essais sur le terrain ont apporté la première validation concrète. Lors d'exercices simulés contre des destroyers alliés, les vedettes en contreplaqué ont démontré des tactiques qu'aucun manuel naval n'avait prévues. Elles s'approchaient à grande vitesse sous le couvert du brouillard ou de l'obscurité. Elles lançaient leurs torpilles à des distances rendant l'évasion presque impossible. Et elles disparaissaient avant que les canons ennemis ne puissent viser efficacement. C'était de la guérilla navale, frapper et s'enfuir, apparaître là où on ne les attendait pas et s'évanouir avant les représailles. Les vedettes ne tentaient pas de vaincre les destroyers en duel direct. Elles les chassaient comme des meutes de loups chassent des proies plus grosses, avec vitesse, coordination et effet de surprise. Des commandants ont commencé à se proposer pour les nouvelles escadrilles. De jeunes officiers téméraires, séduits par la perspective d'action rapide et par le caractère peu orthodoxe des tactiques. Des hommes qui préféraient la montée d'adrénaline des chassés à grande vitesse à la torpeur des patrouilles lentes à bord de navires massifs. Les premières unités opérationnelles ont été formées avec des équipages soigneusement sélectionnés. Chaque homme devait maîtriser plusieurs fonctions. Le torpilleur devait être artilleur. Le navigateur devait être mécanicien. Le commandant devait être tout cela à la fois, capable de prendre des décisions en une fraction de seconde, alors que son embarcation fendait les flots à des vitesses mortelles. L'entraînement était brutal. Simulation de combat dans des conditions extrêmes. Navigation nocturne sans lumière. Lancement de torpilles sous un feu simulé. Exercice d'évasion contre des aéronefs attaquants. Chaque équipage devait fonctionner comme un organisme unique, chaque homme anticipant les actions des autres. Et puis, l'ordre que tout le monde attendait est arrivé. Déploiement opérationnel. Les premières escadrilles de vedettes lance-torpilles en contreplaqué ont été envoyées dans les zones de combat actives. Les registres exacts de la première mission de combat restent classifiés, mais les rapports qui ont fuité dressent un tableau dramatique. Une nuit sans lune, une mer agitée avec des vagues de 2 mètres,
3 vedettes patrouillant sur une route connue de destroyers allemands. Un radar primitif détectant un contact à 15 km. Les commandants prirent leur décision. Attaque à vitesse maximale. Moteurs rugissants déchiraient l'obscurité glacée de l'Atlantique Nord. L'écume salée cinglait les visages des équipages, tandis que les vedettes bondissaient de lame en lame. À 10 km, le destroyer allemand n'avait toujours pas repéré les petites embarcations. Son équipage faisait confiance aux capteurs, aux vigies, à l'improbabilité de toute menace dans ces eaux tumultueuses. À 5 km, les vedettes ralentirent. Formation d'attaque. Chaque navire prenant position pour un lancement coordonné de torpilles. Silence radio absolu. Seulement des signaux visuels et la confiance acquise au cours de mois d'entraînement. À 3 km, enfin, le destroyer réagit. Des projecteurs balayèrent les flots, les alarmes retentirent, les canons commencèrent à pivoter, mais c'était déjà trop tard. 6 torpilles furent lancées en séquence coordonnée. Des sillages blancs fendant l'eau noire, chaque torpille réglée pour intercepter la cible à des points différents, coupant toute route d'évasion. Et puis, les vedettes virèrent de bord, accélérèrent, disparurent dans l'obscurité alors que la première torpille percutait la coque du destroyer. L'explosion éclaira l'horizon. La deuxième torpille frappa 15 secondes plus tard. La troisième créa une brèche sous la ligne de flottaison qu'aucune équipe de limitation des dégâts ne pouvait endréguer. En moins de 8 minutes, le destroyer sombrait. Son équipage luttait pour mettre à l'eau les canaux de sauvetage, tandis que la poupe se dressait selon un angle impossible. Les vedettes en contreplaqué étaient déjà à des kilomètres, invisibles, intactes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des vedettes en bois avaient coulé un destroyer en acier. L'impossible était devenu réalité. La guerre navale ne serait plus jamais la même. Mais le véritable test était encore à venir, car les Allemands savaient désormais qu'ils faisaient face à une nouvelle menace, et ils n'accepteraient pas la défaite sans riposter. Ce qui s'est passé ensuite a déjoué tous les pronostics. Le ciel était gris cette aube de mars 1943. Un brouillard dense enveloppait la Manche, réduisant la visibilité à peine 50 mètres. Des conditions idéales pour ce qui s'apprêtait à se produire. L'équipage du bateau en contreplaqué avait passé la nuit en état d'alerte maximale. Tous savaient qu'ils traquaient l'un des destroyers nazis les plus redoutés qui patrouillaient dans ces eaux. Et tous savaient que sur le papier, ils n'avaient aucune chance. Mais ce n'était pas le papier qui commandait cette embarcation. À 04h47, le radar capta un signal. Faible, intermittent, mais sans équivoque. À 15 km de là, un navire de guerre allemand fendait les flots à vitesse de patrouille, un classe Narvik selon les renseignements. 1500 tonnes d'acier, des canons de 105 mm et un équipage qui se croyait invincible. Le commandant du bateau en contreplaqué ne dit pas un mot. Il corrigea simplement le cap et poussa les manettes des gaz à fond. 42 nœuds, 43, 45. Le bois vibrait sous les pieds du personnel, mais il ne se fissurait pas. Il ne cédait pas. L'ingénieur qui avait pensé chaque millimètre de cette coque savait précisément ce qu'il faisait. À 05h12, la distance n'était plus que de 4 km. Le destroyer allemand n'avait toujours rien détecté. Comment l'aurait-il pu? Son radar cherchait du métal, de la masse, des menaces réelles. Pas un fantôme de bois qui glissait sur les vagues comme s'il n'existait pas. Le brouillard était son allié. La vitesse était son arme. Et l'effet de surprise était son seul véritable avantage. 2 km, 1 km et demi. À présent, les vigies allemandes pouvaient distinguer quelque chose, une ombre dans la brume, un mouvement sur l'eau. Mais quand ils comprirent enfin ce qu'ils voyaient, il était déjà trop tard. Les torpilles furent libérées à 800 mètres. 2 d'elles, dans une séquence parfaite, calculée pour percuter la coque en des endroits stratégiques. L'équipage du bateau en contreplaqué virait déjà, accélérant pour s'évader avant même de confirmer les impacts. 7 secondes plus tard, la première explosion déchira le silence de l'aube. 9 secondes plus tard, la seconde transforma le destroyer en une fournaise flottante. Le navire allemand n'eut pas le temps de riposter. Ses canons pointaient vers l'horizon, cherchant un ennemi qui avait déjà disparu dans la brume. En 12 minutes, 1500 tonnes de fierté nazie sombraient dans les eaux glacées de la Manche. Le bateau en contreplaqué revint à la base à 07h30 sans une égratignure. La nouvelle se répandit dans la flotte comme une traînée de poudre.
un bateau en bois. Un maudit bateau en contreplaqué venait de détruire un destroyer allemand en combat rapproché. Ce que les amiraux avaient appelé une expérience risquée venait de prouver son efficacité de la manière la plus cruelle qui soit. Mais ce n'était que le premier. 6 jours plus tard, un autre bateau en contreplaqué intercepta un classe Meuve au large des côtes françaises. Même tactique, même vitesse impossible, même conclusion inévitable. Le navire allemand coula en 14 minutes, et cette fois il y eut des témoins. 3 destroyers britanniques observèrent la scène de loin, incapables d'en croire leurs yeux. Un bateau fait de chutes de bois chassait des navires de guerre comme s'ils étaient des proies sans défense. Et c'est alors qu'une chose imprévue commença à se produire. Les équipages commencèrent à demander leur transfert. Des marins chevronnés, des hommes qui avaient servi sur de vrais croiseurs et destroyers, demandaient à être affectés aux bateaux en contreplaqué. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, mais parce qu'ils voulaient être du côté des vainqueurs. En 2 semaines, le 3e bateau en contreplaqué intercepta et détruisit un torpilleur allemand en mer du Nord, puis un 4e, un 5e. À chaque victoire, le schéma devenait plus clair. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas le hasard, c'était une supériorité tactique absolue. Et maintenant, enfin, les amiraux commençaient à comprendre pourquoi. Le secret ne résidait pas seulement dans la vitesse, bien que 45 nœuds représentassent le double de ce que n'importe quel destroyer pouvait atteindre. Il ne résidait pas seulement dans le poids, bien que 80 tonnes fussent pratiquement invisibles pour les radars de l'époque. Le secret résidait dans la physique pure. Un navire en acier a besoin d'une quille profonde pour sa stabilité. Cela signifie résistance, traînée, manœuvrabilité limitée. Un bateau en contreplaqué n'avait pas ces contraintes. Il pouvait virer à des angles impossibles, accélérer en quelques secondes, glisser sur des eaux peu profondes, où les navires plus grands n'osaient pas s'aventurer. Un navire en acier apparaissait sur les radars comme une cible brillante. Un bateau en bois était un fantôme, une ombre, un écho que les opérateurs allemands ignoraient souvent, le prenant pour une interférence. Et par-dessus tout, un navire en acier coûtait des millions et prenait des années à construire. Un bateau en contreplaqué coûtait moins cher qu'un avion de chasse et était prêt en quelques semaines. Les mathématiques étaient brutales de simplicité. Pour chaque destroyer allemand, la marine britannique pouvait construire 50 bateaux en contreplaqué. Et chacun de ces bateaux avait la capacité de détruire ce destroyer en combat direct. Les nazis ne se battaient pas contre une flotte. Ils se battaient contre un fléau. En avril 1943, la production passa officiellement au plus haut niveau. Ce qui avait débouté comme un projet officieux de 3 officiers avant-gardistes recevait désormais des commandes de 100 unités, puis 200, 300. Les chantiers navals le long de la côte britannique commencèrent à travailler en continu, 24 heures sur 24. Le contreplaqué arrivait par train. Les moteurs étaient installés sur des chaînes de montage improvisées. Les équipages étaient formés dans des bases secrètes, apprenant des tactiques qui défiaient tout ce que la doctrine navale enseignait. Oubliez les formations, oubliez le protocole. Vous êtes trop rapides pour être des cibles faciles et trop petits pour être une priorité. Servez-vous-en. Et ils les ont utilisés. En mai, 22 bateaux en contreplaqué opéraient dans la Manche. En juin, 47. En juillet, la Kriegsmarine allemande a commencé à éviter certaines routes, certaines eaux, certains horaires, pas par peur des destroyers ou des croiseurs britanniques, mais par peur de fantômes de bois qui surgissèrent de la brume, détruisaient tout ce qui était en vue et disparaissaient avant que quiconque ne puisse riposter. Les officiers nazis qui avaient ricané jadis aux bateaux-jouets britanniques exigeaient désormais une escorte conséquente pour toute opération dans les eaux britanniques. Les sous-marins allemands recevaient l'injonction de plonger au premier indice de moteur rapide. Même les redoutés E-Boots, l'élite des vedettes lance-torpilles germaniques, ont commencé à fuir les affrontements directs, et la validation ultime est venue de là où personne ne l'attendait. Winston Churchill, lors d'une conférence confidentielle avec le grand commandement naval, a formulé une seule question. Pourquoi n'en avons-nous pas 1000 ? La réponse fut tout aussi catégorique. Nous les aurons, monsieur, avant la fin de l'année. Mais les hommes qui pilotaient ces bateaux en contreplaqué savaient quelque chose que les amiraux ne comprenaient pas encore totalement. Ils ne gagnaient pas seulement des batailles. Ils prouvaient un principe qui allait changer la guerre navale à jamais. Ce n'était pas la taille qui comptait. Ce n'était pas le blindage.
Ce n'était ni la tradition, ni le prestige, c'était l'adaptation, l'innovation, le courage de défier tout ce qui avait toujours été considéré comme une vérité absolue. 3 officiers avaient mis leur carrière en jeu pour construire un navire que tous considéraient comme irréalisable. Désormais, des centaines de ces bateaux sillonnèrent les mers et le terme « impossible » avait disparu de leur vocabulaire. Mais leur plus grande victoire était encore à venir. Dans la nuit du 23 août 1943, les renseignements britanniques ont intercepté des communications allemandes concernant une opération spéciale. Quelque chose de gros, quelque chose qui pourrait changer le cours de la guerre dans la Manche. Des navires de guerre, des croiseurs, peut-être même un cuirassé. Et seul un groupe de bateaux en contreplaqué était en position pour intercepter. Ce qui adviendra cette nuit-là entra dans l'histoire comme la démonstration la plus téméraire, la plus invraisemblable et la plus catégorique que ces bateaux faits de débris de bois constituaient en réalité parmi les armes les plus meurtrières jamais forgées par l'ingénierie navale. Mais cette histoire commence avec 12 hommes, 3 bateaux, et un ordre que personne de sain d'esprit n'aurait dû accepter. La date était le 13 mai 1944. Lieu, la Manche, au large de Cherbourg. Les renseignements navals britanniques avaient identifié un convoi allemand de grande valeur. 3 destroyers de classe Elbing escortant des cargos avec des approvisionnements critiques pour les défenses côtières de la Normandie. C'était exactement le type de cible que les stratèges alliés rêvaient d'éliminer à la veille du jour J. Le problème, la Royal Navy ne pouvait déployer qu'une escadrille disponible. 6 patrouilleurs motorisés, fabriqués en contreplaqué. Les probabilités étaient écrasantes. 3 destroyers cuirassés, chacun armé de canons de 105 mm, contre 6 bâtiments en bois dont le bordé pouvait être criblé par des rafales de mitrailleuses. Suivant n'importe lequel des manuels tactiques classiques, cela eût dû être catalogué comme opération suicide. Mais le commandant de l'escadrille, le lieutenant Robert Hichens, avait étudié chaque rapport de combat des 18 derniers mois. Il savait quelque chose que les Allemands ignoraient. La vitesse n'était pas seulement un avantage tactique, c'était une arme psychologique. À 23h42, les moteurs Packard ont rugi. 43 nœuds, les embarcations en contreplaqué ont fendu l'obscurité de la Manche comme des lames. Le premier destroyer allemand les a détectés à 2000 mètres. Les projecteurs se sont allumés. Les sirènes ont hurlé. Les canons principaux ont commencé à pivoter, traquant des cibles qui se déplaçaient trop vite pour les systèmes de visée conventionnels. Et alors, survint quelque chose à quoi aucun commandant de destroyer n'était préparé. Les bateaux en contreplaqué se dispersèrent, 3 à bâbord, 3 à tribord, exécutant des zigzags d'attaque à des vitesses qui rendaient impossible la prédiction de leur trajectoire. Les artilleurs allemands décochaient des bordées où les cibles auraient dû se trouver, mais les bâtiments en bois avaient déjà changé de direction. Alors que les destroyers concentraient leur feu sur les cibles qui dansaient autour d'eux, les torpilles étaient déjà à l'eau. 4 torpilles. Mark 8, lancées depuis 4 embarcations différentes, convergeant vers le premier destroyer sous des angles qui rendaient la manœuvre d'évitement mathématiquement impossible. L'impact a eu lieu à 23h51. L'explosion a illuminé toute la Manche. 9 minutes de combat, un destroyer en train de couler. Le deuxième destroyer allemand adapta ses tactiques, concentrant toute sa puissance de feu sur un seul bâtiment en contreplaqué. Les obus de 105 mm retombaient si proches que les gerbes d'eau trempèrent l'équipage. Mais 43 nœuds signifiaient que, dans l'intervalle entre le repérage de la cible et l'impact du projectile dans l'eau, le bâtiment avait déjà gagné 50 mètres. Nouvelle salve de torpilles. Cette fois, 6 lancées en même temps depuis 3 embarcations distinctes. 2 ont trouvé leur cible. Le deuxième destroyer commença à agiter à 0004. 12 minutes depuis le premier impact. 2 destroyers allemands sombraient. Le troisième destroyer prit la seule décision tactiquement sensée. Il vira pour s'échapper, abandonnant le convoi, poussant les moteurs au maximum dans une ultime tentative d'échapper à des bâtiments en bois qui n'auraient jamais dû exister. Ça n'a pas marché. Les bateaux en contreplaqué l'ont pris en chasse. À 43 nœuds, ils l'ont rattrapé. À 00h17, le troisième destroyer allemand a été frappé par des torpilles des 2 côtés simultanément. Il a coulé en moins de 4 minutes, durée totale de l'engagement, 35 minutes.
3 destroyers de classe Elbing anéantis, 4 navires cargos allemands capturés intacts, 6 bâtiments en contreplaqué rentrés à la base sans aucune victime. La Kriegsmarine ouvrit une enquête officielle. Comment était-il concevable que des destroyers blindés équipés des systèmes d'artillerie navale les plus perfectionnés d'Europe fussent anéantis par des patrouilleurs construits en bois? Le rapport final ne livra jamais de réponse satisfaisante, car la réponse contredisait l'ensemble de la doctrine navale que la Kriegsmarine avait élaborée. Mais cet affrontement ne constitua pas un incident isolé. C'en était l'apothéose d'une campagne opérationnelle qui redéfinit la guerre navale côtière. Entre 1942 et 1945, les navires en contreplaqué de la Royal Navy ont coulé ou endommagé 123 navires de guerre allemands. Ce chiffre comprend 28 destroyers, 47 torpilleurs et 48 navires d'escorte. Tonnage total détruit, plus de 72 000 tonnes. Ils ont protégé plus de 4 000 navires marchands alliés, transportant des approvisionnements critiques à travers la Manche et la mer du Nord. Sans ces escortes, les pertes des convois auraient été catastrophiques. Les analystes d'après-guerre estiment que ces bateaux en contreplaqué ont sauvé, directement ou indirectement, entre 15 et 20 000 vies. 250 navires ont été édifiés. 197 ont survécu au conflit, un taux de survie de 79%, surpassant celui de toute autre classe de bâtiments de combat naval opérant dans une zone d'engagement intense. Les équipages qui ont servi à leur bord ont écrit des témoignages après la guerre. L'un d'eux a déclaré « Nous naviguions sur des morceaux de bois collés qui pouvaient être détruits par une balle de fusil, mais nous sentions que nous pouvions affronter n'importe quoi. » Un autre a décrit « La première fois que vous atteignez 40 nœuds en haute mer, vous comprenez que la vitesse n'est pas seulement une tactique, c'est une question de survie. » L'amirauté britannique a décerné des citations officielles à 17 commandants d'escadrille. Plusieurs équipages ont reçu des décorations pour leur bravoure. Le premier lord de l'amirauté lui-même a qualifié les navires en contreplaqué de « secret le mieux gardé de la guerre navale ». Et puis, quand la guerre a pris fin, ce secret a été enterré. En octobre 1945, 6 mois après la reddition allemande, la Royal Navy a commencé le démantèlement. 197 navires en contreplaqué ont été systématiquement démontés. Les moteurs Packard ont été renvoyés au stock américain. Les coques en bois ont été brûlées ou jetées. En moins d'1 an, il ne restait plus un seul navire opérationnel. Pourquoi? La réponse gît dans les mutations doctrinales d'après-guerre. La Royal Navy se restructurait en vue de l'ère nucléaire. Les destroyers diesel cédaient la place aux navires propulsés par des réacteurs atomiques. Les torpilles classiques étaient remplacées par des engins téléguidés. La doctrine navale se transformait, et les patrouilleurs côtiers en bois n'avaient tout simplement pas leur place dans l'avenir que les amiraux envisageaient. Les archives ont été classées, non pas pour secret stratégique, mais pour insignifiance bureaucratique. Les rapports de combat ont été archivés dans des dépôts où personne ne les chercherait jamais. Les équipages sont retournés à la vie civile et leurs histoires ont disparu avec eux. Pendant ce temps, les Supermarine Spitfire étaient préservés dans les musées. Les chars M4 Sherman figuraient dans des monuments commémoratifs. Les bombardiers Avro Lancaster bénéficiaient de films et de documentaires. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient un attrait visuel. Parce qu'ils s'accordaient avec le récit héroïque que la culture de masse souhaitait transmettre sur la Seconde Guerre mondiale. Les patrouilleurs en contreplaqué ne s'intégraient pas à ce récit. Ils paraissaient trop singuliers, trop invraisemblables, trop en désaccord avec l'image de domination technologique que les Alliés désiraient afficher. Et ainsi, l'une des histoires les plus extraordinaires d'ingéniosité sous pression a été oubliée. Non pas parce qu'elle était insignifiante, mais parce que l'histoire officielle n'avait de place que pour les héros conventionnels. Mais voici ce que cette histoire incarne véritablement. C'est la démonstration que les ressources ne conditionnent pas les résultats. C'est l'ingéniosité qui les détermine. Face à une limite apparemment insurmontable, la solution ne réside pas nécessairement dans davantage de ressources. Parfois, c'est de repenser radicalement le problème. La Grande-Bretagne manquait d'acier pour construire des destroyers. Alors, elle a construit des navires en bois tellement véloces qu'ils ont rendu l'acier obsolète. Elle ne disposait pas de système d'artillerie perfectionné. Alors elle a forgé des tactiques de manœuvre qui ont rendu les dispositifs allemands inefficaces.
Il ne s'agissait pas d'une simple affaire de navire. C'était la question de la façon dont les nations innovent en situation de crise extrême, de la façon dont des hommes ordinaires, armés d'outils de fortune, parviennent à triompher d'adversaires, disposant d'une suprématie totale en ressources. Les navires en contreplaqué ont remporté la victoire parce que quelqu'un a contesté le postulat élémentaire, l'idée préconçue selon laquelle les navires de guerre doivent être construits en acier, que la vélocité demeure subordonnée au blindage, que les stratégies orthodoxes constituaient la seule approche viable. Or, lorsque l'on remet en cause ces préjugés, on découvre que des solutions élémentaires triomphent de systèmes sophistiqués, que la manœuvrabilité peut dominer la puissance brute, que du contreplaqué aggloméré peut envoyer par le fond des destroyers cuirassés. Si cette histoire vous a sidéré, songez à combien d'autres l'histoire officielle a décidé d'occulter. À combien de solutions inattendues ont été étouffées parce qu'elles contredisaient le récit que nous préférions entretenir. À combien d'exemples de génie humain demeurent enfouis dans des archives, dans l'attente de quelqu'un qui les exhume. C'est précisément pourquoi ces récits revêtent une telle importance, pas simplement parce qu'ils captivent, mais parce qu'ils dévoilent des réalités que l'historiographie convenue préfère ignorer, que l'impossible constitue souvent l'improbable en quête du bon axe d'approche, que la rareté de ressources stimule une inventivité que l'abondance n'engendre jamais. Si vous chérissez le savoir que la majorité ne découvrira jamais, si vous estimez que les plus beaux récits sont ceux qui interpellent nos certitudes antérieures, alors vous faites partie d'une collectivité qui scrute au-delà des apparences. Qui conteste les narrations officielles? Qui puise l'inspiration dans les coins les plus inattendus? Et si cette narration de contreplaqué ayant sabordé l'acier vous a profondément ému, sachez que d'innombrables autres aventures vous y attendent. Car le passé déborde de secrets enfouis, et chacun renferme un enseignement dont la valeur mérite qu'on s'y consacre.